Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en live, on est en direct sur Watch TV jusqu'à 21h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur les box de Orange, Free ou Bouygues Télécom, si vous nous rejoignez sur l'Apple TV, sur Play TV, sur Dailymotion, sur les applis. Très heureux de vous retrouver. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis deux en studio. Très heureux d'accueillir Mohamed. Salut, comment vas-tu Mohamed? Bah écoute, ça va très bien. Très spécial d'être de l'autre côté de la barrière. Ah, ça change. Ouais, ça change. Ouais. C'est pas aussi facile qu'on le croit, je vous le dis moi. Les qui sont de l'autre côté de Twitter, je vous préviens, c'est pas si facile. Bon, c'est la première fois que tu viens avec nous en studio. Tu es un fidèle de l'émission. Exact, tout à fait. Tu es avec nous sur Twitter quasiment toutes les semaines. Tout à fait, ouais. On essaye. Et je suis très heureux de t'accueillir. C'est l'esprit de l'émission, hein, c'est qu'on est une bande de passionnés de l'actu Apple. Et ce soir, Mohamed, tu vas retrouver de l'autre côté de la barrière, comme tu le dis, pour une fois, une partie de ceux que tu as l'habitude de voir dans iWeek. Ils sont là autour de toi, tu vois. Je vais quand même te les représenter parce que peut-être que vous qui êtes devant votre écran, vous n'avez pas l'habitude de ces visages, mais on va commencer par partir sur la Côte d'Azur pour saluer Eli Abitbol. Salut Eli. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde, ravi d'être de retour parmi vous. Ah bah ça nous fait plaisir à nous aussi de te retrouver. On va rappeler Eli que tu es cofondateur de deux Apple Premium Resellers qui sont à Nice et à Cannes, qui s'appellent MCS, et puis tu es aussi le président des Apple Premium Resellers, donc de ces magasins qui sont dans toute la France. Et oui, toujours président. Écoute, ils m'ont oublié. On ne fait pas d'élection bientôt. On va m'appeler dictateur depuis le temps. Bon, et je vois que tu es revenu avec ton ping-pong. Je sais, c'est forcément toi qui joues à Pong pendant l'émission. No. Bon, on va tirer ça au clair. Je suis sûr qu'il y a une taupe dans l'émission. Bon, autour de toi, Mohamed, il y a un autre visage très familier des fidèles d'iWeek. C'est Gilles Dounès qui lui aussi est de retour. Salut Gilles. Salut Benjamin, tu es cerné Mohamed. Exactement. Ouais, je vois ça. Il est cerné, mais il est cerné d'amis, donc c'est pas un problème. Et c'est très sympa que tu sois là aussi, Gilles, après quelques semaines où tu nous as regardé à distance. Ça va, on a tenu la route sans toi? Oui, il y a une fine équipe. Bon. Qui est solide. Bon, très très bien, très très bien. Et puis il y a un quatrième participant à ce 21e épisode d'iWeek saison 4 déjà. C'est François le Truédic. Salut François. Salut Benjamin, salut à tous. Et merci d'être là à nouveau. Merci à vous de me recevoir encore pour la 4e fois déjà, ça passe. Déjà 4e fois, incroyable. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre d'être au rendez-vous. On a un programme assez chargé ce soir, parce que mine de rien, d'abord on n'était pas là la semaine dernière. J'espère que vous ne nous en voulez pas trop. C'était un petit peu difficile de concilier la grosse actu, on va dire, celle de la présidentielle et puis celle de l'actu Apple. Mais on est de retour pour le meilleur évidemment. Je vous propose qu'on se retrouve dans un instant pour entrer dans le premier gros sujet de la semaine. À tout de suite. Allez, on va essayer de séquencer un peu les émissions. On a l'habitude de prendre un peu les sujets comme ils viennent. Il se trouve que ce soir, on a quand même 3 gros morceaux. Dans un instant, on parlera des évolutions dans les Apple Store, un sujet qui bouge pas mal depuis quelques jours. On va aussi parler tout à l'heure de ces projets alors secrets, mais dont on a quand même une assez forte présomption qu'ils existent chez Apple. Je pense notamment à la voiture autonome. Et oui, on en reparle et on parle aussi de la réalité augmentée. Mais on va démarrer tout de suite par un sujet beaucoup plus concret et sans doute plus immédiat. C'est évidemment l'iPhone 8 et l'iPhone Edition, avec une série d'infos, c'est beaucoup dire, hein, parce qu'elles viennent pas d'Apple, mais en tout cas de nouvelles sur la sortie probable ou pas de ce nouvel iPhone. D'abord, est-ce qu'on peut faire un petit coup de pédagogie, peut-être avec toi Eli, on va commencer par là. On parle d'iPhone 8 et d'iPhone Edition, est-ce qu'on parle du même iPhone ou pas? Absolument. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les gens continuent à l'appeler iPhone 8, bon, à défaut d'un nom officiel, mais il semblerait que le nom chez Apple sera l'iPhone Edition, par opposition à cet iPhone
7S ou 7S Plus qui devrait sortir à côté, bien que certains sites maintenant disent que non, qu'en fait il n'y aura que 2 téléphones et non pas 3. Alors attends, parce que là on en est à l'iPhone 7 et à l'iPhone 7 Plus. Pardon, j'en emporte le micro. Tu précises, tu parles d'un iPhone 7S qui sortirait donc avant l'iPhone 8. Absolument, c'est-à-dire qu'il y aura une évolution normalement de l'iPhone 7 comme tous les ans vers une version 7S, donc peu de changements, mais certainement processeur plus rapide, peut-être meilleure caméra, un peu comme d'habitude. Et il y aurait un iPhone 10 édition que moi, j'aurais voulu qu'ils appellent Steve Jobs édition ou SJ édition pour marquer le 10e anniversaire de la sortie de l'iPhone original présenté par Steve, comme vous le savez tous. Et donc il serait un modèle un peu unique, qui serait beaucoup plus cher, qui arriverait plus tard et qui aurait toutes les innovations technologiques dont on rêve et dont on fantasme, et certainement qu'il en manquera une ou deux, mais qui serait vraiment un produit à part. Ouais. Alors, d'accord. Donc, là, donc, il y a trois perspectives différentes. Il y a un iPhone 7S, il y a un iPhone 8 et peut-être un iPhone spécial encore plus tard, c'est ça? Non. En fait, c'est le 8. C'est le 8. Le 8 ou l'édition sont le même. C'est le même. Quand on parle de 3 appareils, c'est parce qu'il y aurait un 7S et un 7S Plus, donc 2 tailles d'écran, en sachant que l'iPhone édition, lui aurait une 3e taille d'écran, puisqu'en fait, à cause de son écran OLED, ce serait un écran dans la taille d'un iPhone 7 d'aujourd'hui, en fait un écran de 5,8 pouces. Et ça, c'est nouveau. D'accord. Un petit peu comme le Spartacus, l'iMac, le Mac qui était sorti en 97, avant la sortie de l'iMac, si ma mémoire est bonne, et qui présentait l'état de l'art de ce que Apple savait faire avec les dernières innovations qui étaient dans les labos, prêtes à sortir, avec un écran LCD, un lecteur graveur de DVD. C'était un petit peu comment on pourrait dire, le chef-d'œuvre de Johnny Ive pour le retour de Steve Jobs. Non, en fait, petite correction, c'est un iPhone un Mac qui est sorti pour les 20 ans d'Apple, et il est sorti donc en 96 pour correspondre au 20e anniversaire. C'était avant le retour de Steve, et ils avaient essayé de lui en offrir un en même temps qu'à Wozniak, etc. Il se trouve que j'ai la chance d'en avoir un. On fera peut-être un jour un petit reportage, je vous le montrerai, il est dans mon bureau. Il marche encore, il est évidemment sous un Mac OS bien vieux et monochrome, mais l'appareil est magnifique, avec un son Bose, et il était sorti en 96 et il coûtait en fait une fortune et demie. Voilà, petite mise au point. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse pour vous saluer, vous qui êtes avec nous sur Twitter. Vous êtes déjà très nombreux à nous avoir envoyé des messages pour nous dire bonjour. Je pense à Thibaut, à Stéphane Hightech, à Thierry, à Céline, à Farouk, à Shinji, à Christophe Péchavik, à Titanium, à Mohamed, mais c'est un autre Mohamed, je pense. Hein, c'est pas moi. Ça doit être un de tes copains. Joël est là lui aussi, Eric V. Bref, vous êtes tous au rendez-vous. Merci beaucoup d'être là. Vous envoyez évidemment vos messages, vos questions, vos réactions avec le hashtag iWeekTV. On va peut-être faire une toute petite pause avant de revenir sur cet iPhone 8 ou édition, c'est selon. Je propose de regarder ces images. Alors c'est évidemment pas une vidéo qui vient de chez Apple, mais ce sont des images assez réalistes de ce à quoi cet iPhone pourrait ressembler. So we are living, as it were, on many, many levels of rhythm. This is the nature of change. If you resist it, you have dukkha, you have frustration and suffering. But on the other hand, if you understand change, you don't cling to it, and you let it flow,
then it's no problem. It becomes positively beautiful, which is why in poetry, the theme of the evanescence of the world is beautiful. See, it's always the image of change that really makes the poem. Voilà, c'est presque fini. Hein. Et c'était presque ça. Ils ont presque fait un sans faute. Ouais. Mais il y a une grosse faute. Est-ce que quelqu'un l'a remarqué par rapport aux rumeurs les plus vraisemblables? L'appareil photo n'est pas du tout comme ça, puisqu'il semblerait qu'il est vertical maintenant. Exact. Ah oui. Mohamed, qu'est-ce que tu... Alors, d'abord sur ce calendrier, sur les projets d'Apple en matière d'iPhone, comment est-ce que tu sens le... Ouais, moi je suis un peu d'accord avec Ellie dans le fait que je pense que Apple ça sera difficile pour eux de maintenir le nombre d'iPhone par rapport à la demande. Donc je me dis que tactiquement c'est peut-être mieux de proposer un 7S, on va dire, et peut-être un 7S Plus, je sais pas. Mais en tout cas, tactiquement, ça serait mieux pour Apple, on va dire, parce que faire un iPhone spécial édition ou iPhone 8, avec les écrans AMOLED et consorts, je me dis, pour la demande qu'il y aura, et en plus, ouais. Je crois qu'Ellie a quelque chose à nous montrer. Non, je disais que ça va coûter très cher. Eh ouais, oui, ça. Ah, c'était ça, les pépettes. Beaucoup de monnaie. Eh oui, beaucoup de pépettes. Peut-être pour faire patienter un 7S ou un 7S Plus, on va dire, parce qu'il y aura une forte demande, parce qu'à mon avis, Apple est très attendu sur cet iPhone. Gilles, comment est-ce que tu sens les choses arriver là sur l'iPhone? J'étais surpris que le 8 arrive si vite, dans la mesure où on en était encore qu'au 7. Comment dire, qu'il sorte un 8 plus cossu. Je n'ai jamais trop cru à la rumeur. Maintenant, je me plante régulièrement. Hein, je suis assez conservateur. Mais explique-moi, pourquoi, c'est quoi le scénario le plus plausible pour toi? C'est quoi? Ils ont besoin de continuer à dérouler leur haut de gamme, leur présence sur le haut de gamme, mais sans perdre trop de... Comment dire, je sais pas dire. Faut que je revienne dessus avec une réflexion bien étayée. Mais cet iPhone 8 ne peut qu'être à part dans la gamme, un peu comme le Mac dont on avait parlé, qui était en édition limitée, etc. Pour toi, ce serait un Mac en plus du reste, c'est ça? Un iPhone en plus du reste. Parce que d'une part, les technologies qui sont prévues, on va en parler, sont limitées en volume. Samsung aurait déjà du mal à livrer en temps et en heure. Et ensuite, on va peut-être en parler. Il y a une autre technologie qui est prévue pour la même date pour l'Apple Watch 3, une autre technologie d'écran plus performante et qui serait destinée l'année prochaine, l'année suivante, c'est-à-dire pas 2017 mais 2018, à l'iPhone, une fois que les volumes de Dell seraient suffisants pour pouvoir assurer les 70 ou 80 millions d'exemplaires d'iPhone qu'on peut prévoir pour le premier trimestre de l'année, ou le quatrième trimestre, le trimestre de Noël. C'est des volumes de cet ordre-là, quoi. 70 à 80 millions
d'iPhone à fabriquer pendant l'été et à livrer tout au long du trimestre. C'est énorme. François, qu'est-ce que tu penses de la chronologie qu'on évoque là depuis le début de l'émission? Moi, j'ai du mal à comprendre la cohérence de sortir un nouvel iPhone révolutionnaire, un iPhone édition, un iPhone 8, peu importe le nom, et en même temps de faire un 7S et un 7S Plus. Je pense qu'il y a une partie des acheteurs d'iPhone qui diront peut-être vers le côté plus ancien avec le 7S ou le 7S Plus, même s'il y a des processeurs plus rapides, des photos, etc. Mais je pense qu'il y a une bonne frange des clients Apple qui vont se ruer vers un nouvel iPhone. Donc en termes de vente, il faudra vraiment que tu puisses assurer sur les stocks du nouvel iPhone. Et quand on voit les difficultés qu'on a, par exemple, pour pouvoir trouver des AirPods aujourd'hui, et ainsi de suite, je crains que du coup, ils se tirent une balle dans le pied à sortir tout ça en même temps, quoi. Après, alors, je sais pas ce que mes collègues en pensent. Je vais vous poser une question qui n'est pas liée à Apple directement, mais qui est plutôt liée à son concurrent. Est-ce que vous pensez que le très très bon buzz autour du Galaxy S8 peut changer un peu l'agenda d'Apple? Parce que là, on a l'impression de se placer dans une perspective à moyen terme, à minima, et on a l'impression que Samsung a une sorte de boulevard là, avec son S8. Qu'est-ce que tu en penses, Mohamed? Clairement, franchement, quand tu vois que le S8, ce qu'il propose en termes d'écran, Apple, il pourrait voir ça comme... tu peux aussi penser qu'il y en a qui peuvent switcher si Apple sort un 7S ou quelque chose qui ressemble. Parce que tout le monde attend un changement de design. Et je me dis que beaucoup, je pèse mes mots, mais il y en a certains qui peuvent switcher sur le S8 au vu déjà du buzz et au vu du téléphone. Parce que franchement, le téléphone est tout simplement magnifique en termes d'écran. Tous les bons d'écran. Oui. Objectivement, c'est vrai que... Tant qu'on reste à l'écran, c'est bon. Après, c'est que l'écran. L'arrière, franchement, je suis pas fan. Je suis désolé, il y a de l'Android. Alors c'est le problème. Bon, on va reparler de Samsung à propos de l'iPhone dans un instant. Juste vous montrer ce papier que vous trouvez notamment sur iPhone Addict, mais qui est aussi sur les sites américains, évidemment. Ce sont ces schémas qui semblent provenir de chez Foxconn, d'une source qui a eu accès à des plans. Et ce qui est assez troublant, c'est que s'ils correspondent à la réalité, on a quasiment le démontage complet du prochain iPhone. Non, parce qu'on n'a pas plus qu'à trouver les composants. L'emplacement de l'idée. Ah, alors Gilles. On n'a pas l'emplacement du Touch ID. Le capteur d'empreinte, et puis on n'a pas on sait pas quelle taille réelle va couvrir l'écran par rapport au design. On avait une rumeur insistante d'un écran qui couvrait la totalité de la face avant. Oui. Donc, est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce ne sera pas le cas? Et avec quel design? Avec son design bombé et qui prenait sur les côtés le Galaxy, à mon sens, n'était pas extrêmement ergonomique dans la mesure où, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'expérience, si vous avez les doigts qui dépassent sur l'écran quand vous voulez toucher une fonction, les doigts qui sont surnuméraires sur l'écran parasitent la fonction que vous demandez à l'iPhone d'exécuter. Oui, mais ça ne sera pas un Edge. Et d'ailleurs, dans le S8, il n'y a plus cette technologie Edge. Donc, c'est vrai. Je l'ai pris en main et franchement, au niveau de l'incurvé, le S8 c'est vraiment très léger. Ils ont vraiment amélioré ce côté. Ils ont eu déjà 2 ans pour s'entraîner. Et là, franchement, je le trouve très abouti. Et j'ai tapé des SMS. Ce que je faisais avec le S6 ou le S7, c'était gênant. Mais avec le S8, c'est beaucoup plus confort. C'est plus le côté presque bord à bord qui impressionne sur le S8. Et vraiment, ils l'ont super bien travaillé. Alors, sur le S7 et même sur le S6, je le trouvais beaucoup trop incurvé, pas confort.
Là, pour le coup, quand je l'ai pris en main, il est totalement conforme. Après, ils ont eu 2 ans pour bien travailler le truc. Là, franchement, le truc incurvé sur le S8, il est pas gênant en tout cas. Alors, il y a 2 petites choses quand même. Hein. Oui, oui. Le capteur d'empreinte dans le dos, je sais pas si tu l'as essayé, Mohamed, et si ça te va, mais il paraît que des gens, des fois, ont un peu de mal à trouver l'endroit, et je pense que Apple devrait vraiment pas le faire comme ça. Ouais. C'est vraiment, je crois que c'est la seule vraie critique sur le S8. Il y en a une nouvelle. Il y en a une nouvelle. Hein. Ah. En attendant les batteries pour voir si ça explose ou pas, mais il y a quand même une nouvelle critique. Je sais, je suis de mauvaise foi. Non, mais c'est vraiment sorti aujourd'hui. Il semblerait qu'il soit extraordinairement fragile. Et quand on a connu l'iPhone 7 noir 2G, on sait de quoi on parle. Moi, j'en ai un. Donc, mais il semblerait qu'il soit extrêmement fragile comme téléphone. C'est-à-dire fragile si on s'assoit dessus, si on le fait tomber En fait, au niveau des rayures. Ah. Ils ont fait un truc extrêmement bien fait, mais ils n'ont peut-être pas encore la maîtrise industrielle d'Apple au niveau des textures. Les précédents, en fait, l'écran a toujours été magnifique dans les Samsung, mais la face arrière, c'était un peu plastique bas de gamme. Là, ils ont fait un gros effort dans le S8, mais maîtrisent-ils justement les matériaux au niveau d'Apple? Voilà. J'ai lu ça aujourd'hui. Hein. Moi, personnellement, je ne l'ai pas eu encore sur les mains. François, est-ce que t'as eu l'occasion de toucher le Galaxy S8 ou pas encore? Non, je veux pas me salir les mains. Oh, c'est pas gentil. Voilà, ça c'est une gauche. Non, mais je reviens sur ce que tu disais tout de suite. Pour moi, le Touch ID à l'arrière du téléphone, c'est juste une ineptie. Je trouve pas ça pratique du tout. Quand on sera là en train d'essayer de le chercher derrière et compagnie, c'est vachement plus intuitif de l'avoir devant, quoi. Ouais. Donc si Apple n'arrive pas à l'implémenter dans l'écran et le met dans le dos, pour moi, ce sera vraiment une grosse déception. Ouais. Qui m'empêchera sans doute pas de l'acheter comme je suis. Mais je trouverais ça vraiment pas logique, même pour les achats. Ils mettent le paquet sur Apple Pay, si on est obligé de le rapprocher, de mettre le doigt en dessous. En même temps, le NFC se fait, on pose l'iPhone dessus, donc comment est-ce qu'on fera pour valider l'achat? Enfin, pour moi, il y a plein de contraintes derrière. Le risque aussi de mettre le doigt sur l'appareil photo, d'ailleurs l'objectif, même si c'est vrai qu'il ne se stabilise pas facilement, je trouve ça, ce sera assez dramatique pour moi. Pas dramatique, c'est plus dramatique, mais très profite d'un point de vue de l'usage. Ouais. Bon, je fais une petite pause, je passe par Twitter avec vos messages. Alors, on va parler du calendrier dans un instant de manière plus précise et des doutes qui pèsent sur une sortie en septembre-octobre. Philippe Legrand nous dit, sans attendre, il nous dit n'attendez pas l'iPhone 8 ou édition avant 2018. Et il évoque des problèmes de composants à grande échelle. On va en parler. Mohamed, tu as des fans sur Twitter qui te disent que tu es le plus beau. Momo, c'est le plus beau. Je vois que tu as prévenu ta communauté, c'est bien. Pas pour les autres. Eric V pense, qui était à ta place il y a très peu de temps, pense qu'il n'y aura que 2 iPhones comme d'habitude. Donc voilà, c'était sans doute lié à ma question de tout à l'heure sur un modèle spécial qui serait l'iPhone Edition. Pour lui, ce serait pas forcément le cas. Céline, sur le timing, considère aussi que si ça se confirme, vu la demande conséquente pour cet iPhone Edition potentiel, on n'aura rien avant 2018. C'est l'avis de Shinji aussi. Il y a une partie de ceux qui sont souvent là, qui sont très contents de te voir en chair et en os dans l'émission. C'est le cas de Kael, que j'avais pas vu depuis longtemps sur le chat, qui est là. C'est sympa d'être là. Derder Motus, ça l'inquiète, hein, ce placement du Touch ID à la Samsung. Voilà, il se demande si le Touch ID du prochain iPhone serait dans l'écran ou à l'arrière façon S8. Voilà. Après, il y a des écoles, hein, comme par exemple, tu prends l'exemple du Huawei, c'est un peu plus axial et il tombe bien sous la main. Et après, c'est vrai que s'il est posé sur la table, c'est gênant, mais quand tu le prends, il tombe vraiment bien sous le doigt. Quand il est vraiment bien axé, hein, parce que sur le S8, il est un peu décalé. Alors dans Andromax sur Watch, si vous avez vu les dernières émissions, il a été beaucoup question du placement de ce capteur. Si j'ai bien compris, c'est pas là que Samsung aurait aimé le placer idéalement, mais ils se sont rabattus sur cette solution parce qu'ils n'avaient pas trop le choix dans les délais, si j'ai bien compris. Ouais, c'est un peu comme le Note 7. C'est vrai. C'est un peu comme le Note 7. Alors à propos de ces questions de délai, l'iPhone
de mémoire, en tout cas, est inscrit dans le calendrier désormais avec une sortie, enfin une annonce au mois de septembre et une sortie fin septembre, début octobre. Là, il y a pas mal de bruit qui évoquent un retard qui le ferait glisser au moins jusqu'à la fin de l'année. Oui et non. Il y a des rumeurs. Ouais, il y a des rumeurs contradictoires à ce sujet. C'est ça. Hein. C'est-à-dire que en grande quantité et en disponibilité, oui, fin 2017. Alors ils disent octobre, novembre, c'est-à-dire un mois de retard. Mais ça, un mois de retard, c'est presque normal avec un iPhone. Ouais. Mais je pense que au moment de l'annonce, il y en aura parce qu'Apple doit faire le buzz, parce qu'Apple doit le livrer à certaines personnes. Donc il y en aura probablement pas beaucoup de cet iPhone édition à cause des composants. Et parce qu'ils ont pris du retard avec un certain nombre de technologies qu'ils essayent d'intégrer jusqu'au bout. On ne sait pas où ils en sont réellement, mais Touch ID à l'intérieur de l'écran, c'est un gros challenge. Et c'est pas sûr qu'ils aient réussi à ce jour, mais ils y travaillent vraiment d'arrache-pied. Ils pourraient même ne pas intégrer de Touch ID au début, ce qui poserait d'autres problèmes après pour Apple Pay, pour des tas d'autres choses. Et ça serait, je pense qu'Apple n'a pas renoncé à ce jour à le faire. On avait parlé de le remplacer par une reconnaissance faciale qui pourrait arriver, mais la reconnaissance faciale, du coup, Apple Pay, pas Apple Pay. Bon, donc, tout ça pose un certain nombre de contraintes à Apple. Et peut-être que justement, il y aura du retard. Et rappelez-vous qu'on a dit il y a quelques émissions qu'un des composants essentiels fabriqués d'ailleurs par Thomson en France avait pris du retard et qu'ils ne pouvaient pas le fabriquer en énorme quantité. Donc tout ça pourrait jouer, mais je pense qu'Apple se battra pour présenter un iPhone édition, à mon avis en septembre, moi j'aurais préféré en juin, parce qu'il y va de sa crédibilité et parce que justement Samsung a un S8 qui pour une fois, je ne dis pas que c'est une menace, Apple ne juge pas Samsung, évidemment ils regardent les concurrents, mais je pense pas qu'ils soient polarisés. Ils ont leur calendrier, ils vont se tenir à leur calendrier, mais ils peuvent pas non plus reculer leur calendrier. Voilà. Eh ouais. Est-ce qu'ils peuvent l'avancer à cause du S8 ? Non, je pense pas. Non. Ils ont, ce que dit Elie est très juste, ils ont leur calendrier, ils n'en bougent pas, parce que c'est eux qui doivent faire le timing, comme dans les campagnes électorales, si j'ose dire. Mais on peut faire confiance à Apple pour ne pas faire de grosses fautes au niveau des usages, pour revenir à ce capteur. Donc, il y aura un capteur d'empreinte parce que le service et Apple Pay qui en fait partie est absolument central dans la stratégie d'Apple. Donc, il y aura une façon d'utiliser Apple Pay et si le capteur n'est pas le capteur d'empreinte sera implémenté de façon à ce qu'il soit facile à utiliser. Oui. Il n'y a pas il y aura pas de grosses fautes de goût. Sinon, ils peuvent rendre l'argent aux actionnaires. Il n'y a plus d'Apple. Alors il y a beaucoup de messages. Là, je suis un peu dépassé par le nombre de tweets. Là, j'essaie de les lire pendant que je t'écoutais, Gilles, mais j'ai pas réussi à remonter pour être à jour. Alors sur l'iPhone édition, Shinji nous dit, on va tous se ruer sur cet iPhone édition. Stéphane Hightech nous dit que Apple est obligé de marquer le coup des 10 ans de l'iPhone de façon forte. Céline nous dit de son côté que s'il y a de l'attente pour que le Touch ID soit sous l'écran, elle signe tout de suite. Ronnie Lafrime, qui est avec nous aussi, nous dit pour moi ce serait une faute de sortir un 7S avec un form factor qui serait obsolète. Quand on voit le Samsung S8, ça fera ringard, dit-il. Effectivement, si Apple sortait un iPhone qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 7 et 7 Plus actuel, on aurait l'impression de faire du surplace, non, Mohamed ? Ouais, mais on a déjà dit ça pour le 7. Après le 6S, on a dit que le 7 allait pas marcher, que le 7 personne n'allait l'acheter parce que c'est un design qui date de 3 ans. Et pourtant, il a marché. Même pour te dire, l'iPhone Red, il s'est vendu aussi. Donc je me dis,
Apple a toujours ce pouvoir au niveau du marketing qui, franchement, même si... Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'ils vont sortir un 7S qui va ressembler au 7, mais ils vont rajouter 2-3 trucs qui frappent peut-être... Là, il y a quand même du lourd en face. Hein. Attends, évidemment, voilà, c'est Kael qui nous dit justement, malheureusement, beaucoup de mes connaissances ont déjà switché sur le S8 à cause de son design. Ça, c'est pour dire qu'il y a quand même un peu urgence. C'est vrai que c'est grave. Quand on se dit qu'on est en avril, s'il faut attendre octobre, waouh, ça fait une demi-année, quoi. Mais la raison, Non, mais à chaque fois, Samsung sort un téléphone, généralement au World Congress de Barcelone, et à chaque fois, on se dit la même chose, et à chaque fois, Apple sort son téléphone et ils écrasent tout le monde. Donc, ils vont pas changer cette fois-ci, c'est pareil. Le S8 est mieux que les précédents, mais à part le Note, les autres Galaxy étaient bien aussi, hein. Donc, je pense qu'on se polarise un peu trop parce que c'est un téléphone. En fait, Samsung a sorti dans le S8 ce qu'on pensait qu'Apple allait sortir dans l'iPhone Edition. Et je pense que le fait qu'Apple leur commande les dalles depuis un certain temps, ils voyaient bien ce qu'Apple voulait dire. Et en plus, je suis sûr qu'ils écoutent iWeek. C'est sûr. Donc, ils ont fait comme d'habitude. C'est évident. Ils ont sorti ce qu'Apple devrait sortir, mais un peu avant. Et mais c'est pas grave. Apple a son rythme. Je ne me fais aucun souci mais pour eux. il y a un écosystème surtout. C'est ce qu'ils ont fait également pour l'Apple Watch. Et puis, j'ai mangé ce que je voulais dire. C'est pas grave. Et Gilles, il y a un tweet d'Adonis qu'on salue parce que je crois que c'est son premier par rapport à iWeek. Merci d'être avec nous. Et Adonis nous dit le prochain iPhone sera vraiment une surprise. On est beaucoup à attendre Apple sur ce coup-là. Oui, mais il y a la pression, hein. Entre les 10 ans et le S8, il y a la pression, hein. Mais je ne crois pas du tout aux dates et aux anniversaires, chez Apple en tout cas. Et puis, il y a une scansion qui est particulière pour le design, qui est de environ 4 ans. Comment dire, un modèle de tous les 2 ans et un changement complet de design tous les 4 ans environ. On en est où là? Parce que moi je suis perdu. Hein. Donc on en est, il reste encore au moins 1 an avant une rupture complète du design qui arriverait avec le 8. Ils peuvent peut-être faire un effort pour les 10 ans quand même. Moi j'y crois à l'anniversaire. Hein. Ah, moi aussi. Hein, Eli? Ah oui, moi je suis persuadé. Ouais. De toute façon, il y a trop de rumeurs maintenant. On a même les composants. Ils ne peuvent pas ne pas le sortir. Hein. Ouais. Sur le capteur à la verticale, Céline nous dit que ce serait une faute de goût selon elle. Et je tenais aussi à saluer quand même une ancienne, je vais pas dire qu'elle est vieille, hein, mais Alexandra qui est avec nous. Et puisqu'elle elle m'en veut de ne pas lui avoir dit bonjour. Non, on ne te snobe pas, Alexandra. Tu es évidemment toujours avec nous. Et on est très heureux que tu sois là. Quand même. Alors j'ai une question quand même sur cette question de retard. Il y a pas mal de papiers qui font le lien avec un souci sur les fameux écrans fournis par Samsung. C'est quand même toujours assez spécial cette relation entre Apple et Samsung. Ils sont à la fois clients et fournisseurs, et ils sont aussi évidemment concurrents. L'enjeu pour Samsung, est-ce que c'est plus de retarder Apple, ou au contraire de vendre ses écrans parce que ça va être un sacré morceau de chiffre d'affaires? Ce sont deux divisions séparées. Exactement, ce que je veux dire. C'est deux divisions différentes. Oui, c'est deux divisions séparées. Et juste je profite pour répondre à la question de Céline, parce qu'on en a parlé déjà une fois. Il faut obligatoirement que l'appareil photo soit vertical uniquement et exclusivement pour des problèmes de VR. Donc à partir du moment où on veut faire de la réalité augmentée et qu'on va le placer à l'horizontale, par exemple dans un casque ou dans des choses comme ça, il faut que l'appareil photo soit comme ça. En plus, il est 3D, donc c'est vraiment un problème technique, hein, c'est pas esthétique cette fois-ci. Alors sur le Touch ID, vous avez tous un avis. Hein. Le capteur d'empreinte derrière serait une déception, nous dit Stéphane Hightech.
Le capteur au dos sur une table, c'est pas pratique, dit Farouk. Eric, lui, est assez open. Hein. Le capteur sur la pomme, pourquoi pas. Ronnie Lafrime nous dit beaucoup de téléphones chinois ont le Touch ID à l'arrière. Et puis Philippe Legrand, hein, on va pas saluer Alexandra sans saluer Philippe, nous dit Apple ne peut pas faire une telle erreur de design et d'ergonomie que de mettre le Touch ID au dos. C'est juste pas possible. Voilà, bon, il y a pas beaucoup de partisans du Touch ID à l'arrière. Hein. Mais ils le feront pas. J'en suis sûr. Pour moi, il y a deux écoles. Hein. Franchement. Et moi, j'ai utilisé des smartphones avec le capteur à l'arrière. Et c'est pas si gênant que ça. Il peut même y avoir des options, comme je disais par exemple sur un smartphone Android qui est très bien connu, le Huawei. Ils ont implémenté un peu des fonctions de trackpad. C'est-à-dire que tu peux faire défiler les photos comme ça au niveau de l'arrière. Après, franchement, pour moi, devant ou derrière, ça me gêne pas. C'est pas le truc qui va me faire que je ne serai pas l'iPhone. Alors Céline nous dit attention à la double peine au combo iPhone retardé et hausse conséquente du prix sur un modèle très haut de gamme. Au moins le retard permet de faire des économies, c'est au moins l'avantage. Exactement. Hein, n'est-ce pas, Élie? Exactement. Mais oui, bah oui. Hein, pour tes futurs clients. Parce qu'il va coûter cher, celui-là. Oula. Ouais. Ah, c'est quoi ton estimation de prix? Il sera à 1000 et au-delà. 1000 prix d'entrée, prix plancher 1000 euros. Je suis d'accord. Prix d'entrée, oui. Bon. Je suis d'accord. Momo, tu as le geek de Sansous, je pense que c'est un de tes copains. Après avoir été sur le point de faire son coming out, il te dit Momo, quand tu souris, j'aime la vie. Voilà. Je sais pas si on va te repasser au maquillage parce que tu vas tellement rougir, ça va être compliqué. Oui, donc sur cette question de retard qui serait liée à Samsung, est-ce que vous pensez que c'est plausible ou Samsung a une telle maîtrise technologique des écrans? Non. François, on n'a pas entendu François depuis longtemps. François. Oui, je suis toujours là. Non, sur le fait qu'il retarde, je pense pas. Ce serait étonnant quand même qu'ils s'amusent à ça, sachant le budget que oui, pas volontairement, tu veux dire. Que leur apporte Apple quand même. Non, je reviens juste 2 secondes parce que j'ai voulu donner mon avis, mais je l'ai pas fait. Sur l'iPhone des 10 ans, moi j'y crois pas trop. J'attends toujours le Mac des 30. Il est pas sorti. Donc marquer l'anniversaire, je trouverais ça surprenant. Ce serait bien à la limite de marquer le coup pour iPhone Steve Jobs ou iPhone édition, mais je serais assez surpris quand même. Alors Élie et Gilles ont l'air de dire, Gilles était d'accord avec moi. Élie avait l'air de dire que ça pouvait arriver. Moi j'ai du mal à y croire, mais le problème c'est que s'ils le font, on sera encore plus tenté de l'acheter, quoi, pour avoir le plaisir d'avoir l'iPhone collector des 10 ans, quoi. Ben oui. Juste pour être tout à fait complet sur ces rumeurs de retard, comme tu le disais, Élie, tout le monde n'est pas d'accord et certains pensent que l'iPhone va effectivement être annoncé en septembre comme c'est prévu et certaines sources qui sont généralement assez bonnes. Je pense notamment à Ming-Chi Kuo, qui est un analyste américain, qui s'est trompé parfois, mais qui a plus souvent eu raison que tort dans le passé. Autre chose? Benjamin, oui, pour répondre à ta question sur Samsung traînant des pieds ou pas, enfin faisant de l'obstruction ou pas, on avait parlé de l'héritier Lee Jae-yong qui avait repris les rênes de Samsung et qui était, souviens-toi, à l'origine du rapprochement de Samsung et d'Apple aux alentours de 2004-2005. Donc c'est lui qui est revenu aux commandes. C'est un peu, je pense, l'artisan de cette hache de guerre enterrée entre les deux sociétés et ils ont besoin des rentrées d'argent frais que fournissait Apple pendant 10 ans. C'est ce qu'on appelle cette coopération et cette compétition en même temps s'appelle la coopétition dans un mot valise et c'est ce que Apple par exemple et Microsoft ont connu pendant des années et des années avec effectivement quelques coups bas de la part de Microsoft tout au long de cette longue histoire, mais je pense que ça sera beaucoup plus réglo de la part de Samsung du fait des très gros volumes de pièces, de composants commandés et
de l'argent qui est en jeu. Oui, donc il n'y a pas de raison volontaire de retarder. Effectivement, Non, ça c'est semble des assez peu volumes probable énormes. quand même. Hein. Bon, ici on changeait de sujet. Hein, ouais, on va changer de sujet, juste parce que là je croule toujours sous les tweets. Alors quand même, Dasheds nous dit, moi qui ne suis pas iPhone, je l'attends suite, faut vraiment qu'Apple le sorte avant Noël. Bah, c'est vrai qu'il y a aussi un enjeu sur les fêtes de fin d'année. J'espère qu'il sera sorti pour Noël quand même. En petite quantité, oui. Ah ouais, dis donc, t'es pas optimiste, hein, Ellie. Écoute, c'est pas grave, on a une liste. J'ai déjà un premier client là tout à l'heure sur Twitter. Et c'est vrai. Je vous en mets un de côté. Hein. C'est bon. Eh ben, tu vois, t'as bien fait de venir, Ellie. Voilà. T'as vu? Pas mal. Bon, mais je te préviens, ça sera après moi. Hein. Malheureusement, je pense que je me réserverai le premier égoïstement. Bah oui, le numéro 2 sera pour ton client d'aujourd'hui, j'en suis sûr. Qui a pris date. Juste Titanium, oui, c'est vrai. Il y a un pongiste. Il y a un pongiste parmi nous, donc un joueur de tennis de table. Ce que je peux dire de manière certaine, c'est que ça ne le fait que quand on est en ligne avec vous, les amis en duplex, donc ça vient forcément d'une de vos machines. Alors, par élimination, ça se joue probablement entre vous trois, François, Élie, Gilles. Ouais, Ce sont les manes de Steve qui nous fait. Voilà, il y a forcément un farceur parmi vous. Bon, moi je trouve ça sympathique, mais c'est vrai que si on peut essayer de le régler pour la prochaine fois, ce serait quand même sympa. Bon, on va passer. Bon, Benjamin, juste un truc. Oui. Est-ce que tu as vu que si tu avais réarrangé les images, tu avais un drapeau français? Parce qu'il y a du bleu, blanc, rouge dans nos vêtements aujourd'hui et que ça aurait fait un effet très présidentiel, je trouve. Ah, mais c'est vrai, tu as raison. Tu veux que je fasse ça? Oh bah si tu peux. Bah écoute, tu sais quoi, on va passer au deuxième gros sujet de la semaine en perdant pas de temps parce qu'il est déjà 20h41 et donc si on veut pouvoir traiter la suite, il faut un peu qu'on mette le pied sur la pédale d'accélérateur. On va faire ça tout de suite et je vous propose de le faire sans transition puisqu'on va parler des Apple Store et des évolutions des Apple Store pour être plus précis. Dans un instant, on va vous raconter ce qui change. D'abord, peut-être on va dire un mot d'un nouvel Apple Store, et je crois qu'on est à 495 grâce à lui. Cet Apple Store, c'est le nouveau magasin qui est en train d'ouvrir à Dubaï. Est-ce que vous avez vu les images, mes amis? Oui. Ouais, moi, c'est un des plus grands. Ouais. Il est magnifique. C'est un des plus grands au monde. Et il est situé de telle façon, vous avez vu que c'est une sorte d'énorme arc de cercle. Il est en face de la fontaine du Burj Al Arab, ce qui fait qu'il y a un spectacle magnifique de photos que je raconte, un spectacle magnifique de jets d'eau tous les soirs, dont les clients de l'Apple Store ou les curieux pourront bénéficier depuis un emplacement privilégié. Ouais, c'est même pas étonnant, hein. Venant de Dubaï, ils sont tous dans la démesure. Donc faire un Apple Store de ce niveau-là, c'est même pas étonnant. Mais c'est vrai qu'il est magnifique. Alors voilà des images de cet Apple Store à Dubaï. Dubaï, c'est quand même un endroit où il fait très très chaud. Et il y a un système de réflecteurs qui détourne les rayons du soleil en fonction de l'heure du jour et de la température, qui permet de maintenir l'Apple Store à une température quasiment constante. Oui. Et donc sans clim, mais de façon très écologique. Voilà, exactement. Voilà. Assez impressionnant cet Apple Store à Dubaï. Bon, ça nous amène au sujet qui concerne les Apple Store plus proches de nous, puisque ça concerne pas mal des magasins Apple. Alors, d'abord, avant de parler des mauvaises nouvelles en tant que telles, on va parler peut-être de l'évolution la plus récente, avec des ateliers qui vont devenir une généralité dans les 100 plus gros Apple Store assez rapidement, Ellie, c'est ça? Absolument. Il y a d'ailleurs une vidéo d'Angela Arendt qui en parle. Apple avait entamé une transformation de ses magasins, on en a parlé plein de fois dans iWeek, pour de plus en plus les faire devenir des lieux de rencontre. Et je crois que mon image s'est figée, je sais pas si... Ah ouais, mais on t'entend, écoute, on t'entend. Bon. Ok. Et donc, Angela dit maintenant, ce que je voudrais, c'est réussir à ce que les gens disent rencontrons-nous chez Apple. C'est que ça devienne plus un endroit de rencontre qu'un endroit de vente.
un endroit d'échange entre passionnés de la marque. Et c'est très intéressant, mais en même temps, je les ai traités de Tipiak parce que c'est ce que nous avons écrit dans notre business plan en 1980 lorsque nous avons créé MCS. Et donc, tu vois, 37 ans après, ils reviennent vers le concept que nous avions écrit comme projet d'entreprise. Voilà. Quand tu parles de Tipiak, tu parles du concurrent de Findus ou c'est autre chose? Non, c'est pirates, ils ont volé notre recette. Ils nous ont volé notre recette. Excuse-moi, hein. Ouais. Tipiak, ça me rappelle juste les poissons, les poissons panés. C'est ça. Non, ils ont volé notre recette parce que nous avons écrit en 1979, donc avant même d'avoir créé MCS, que ce que nous voulions, c'était un endroit de rencontre entre passionnés. Et maintenant, tu vois, 37 ans après, c'est la définition d'un Apple Store pour Apple. Donc, alors je suis très content. Hein, mais... En anglais, ça s'appelle Today at Apple. C'est une évolution, l'expérience client dans les Apple Store. Parmi les modifications, le Genius Bar change de nom et change un petit peu de forme aussi. Oui. Il disparaît ce système de rencontre derrière un comptoir un peu... comment dirais-je, hiérarchisé, où il y a le client qui se présente devant le comptoir. Non, là, ça va être des sortes de réunions. On peut s'asseoir autour d'un des arbres, on peut s'asseoir autour d'une table, et c'est un endroit de partage. Et donc, ils vont même le partager par communauté. Donc, je sais pas exactement encore lesquels, mais en tout cas, ils y pensent. Mais la vidéo d'Angela Ahrendts, qui fait juste 1 minute, si tu l'as, explique très bien ce qu'elle veut faire. Eh ben, tu sais quoi, donne-moi... fais-nous la causette pendant encore 10 secondes et je l'envoie. J'ai une question pour Ellie. Est-ce que il y a quelque chose de prévu de cet ordre-là pour les APR, pour les Apple Premium Resellers, dans la mesure où il ne pourra pas y avoir d'Apple Store partout? La réponse est oui. Voilà ce qui se passe. Tu as vu que les Apple Store, surtout les très grands Apple Store, sont maintenant des endroits, c'est presque des jardins. Donc il y a ces magnifiques arbres entourés d'un endroit où on peut s'asseoir pour être à l'ombre. Ça devient carrément des jardins botaniques. C'est des oasis quasiment, oui. Oui, des oasis, c'est ça. Alors, ils n'ont pas prévu ça pour les APR, mais en tout cas, dans leur plan stratégique, ils veulent que de plus en plus, c'est ce qu'ils appellent la V3. Pour l'instant, on est en train de passer en V2.5 en ce moment. Donc la V3, qui va arriver d'ici 1 à 2 ans, intègre ce qu'ils appellent, eux, les flex tables, c'est-à-dire ils vont mettre au moins par magasin une table rectangulaire avec plein de tabourets autour, alors que le moindre tabouret est proscrit aujourd'hui et nous coûte très très cher. Si jamais ils nous chopent, avec de quoi s'asseoir dans le magasin, on est carrément foudroyé et voué aux gémonies. Du coup, changement à 180 degrés d'attitude. On va avoir des tables avec des tabourets pour pouvoir s'asseoir avec des clients et configurer leur nouvel iPhone, leur nouvel iPad devant eux et avec eux. Voilà. Bon, et discuter en même temps. Tu voulais écouter Angela Ahrendts, Ellie, il y a quelques instants. Eh bien, je te propose Angela Ahrendts, la patronne des Apple Store. C'était il y a quelques heures à la télé américaine. A lot of the big online guys have said they're opening stores. Amazon's investing in stores, Google's investing in stores, Starbucks figured it out, being a gathering place for, meet me at Starbucks. And, and I told the teams, I'll know we've done a really, really great job if the next generation of Gen Z says, meet me at Apple. Did you see what's going on at Apple today? Voilà, alors je résume, en gros tous les grands groupes ouvrent leur store, Amazon, Google, etc. Et il faut que ça devienne un lieu de rassemblement, un peu comme les Starbucks en fait. Plutôt que de se dire on va se retrouver chez Starbucks, elle veut que la génération Z se dise on se retrouve chez Apple. Mais ça n'a jamais été vraiment des endroits de vente, pour moi, les Apple Store physiques. Ça ressemble plus, comme ils disent, on se rencontre autour d'un iPhone, enfin les gens ils essayent l'iPhone. C'est plus on peut toucher un peu les appareils, mais vraiment de la vente pure, comme dans un vrai magasin, j'ai jamais ressenti comme ça, moi. Ouais. En fait, les étapes, les transitions des Apple Store, au début,
c'était des endroits où les gens venaient raconter leurs problèmes, donc il y avait que des Genius et des files d'attente interminables et des rendez-vous à 1 mois. Des gens venaient avec leur machine en panne. Leur problème informatique, tu veux dire? Exactement. Et puis peu à peu, ça a disparu. Donc c'est devenu des endroits où on configure les machines, et c'est un peu ce qu'ils veulent maintenant un peu relayer vers les APR. Et ils veulent maintenant que ce soit vraiment des endroits de rencontre, c'est-à-dire qu'à la limite, qu'il se passe des choses, que les gens viennent avec leur iPad et leur iPhone, pourquoi pas, mais qu'il se passe des choses autour d'Apple, l'occasion d'assister à une conférence, l'occasion de suivre un petit training sur un thème qui les intéresse, ou de pouvoir discuter de choses. C'est aller encore plus loin par rapport à ce qu'ils faisaient avant et éliminer ce côté de « je suis un client à problème, je veux qu'on me les règle » pour devenir un endroit où je viens discuter de ma passion commune avec vous. Et ça, c'est bien, mais ça, c'est ce qu'on a toujours voulu faire nous aussi. Alors, il y a cet aspect-là encore plus convivial, hein, qui est effectivement marqué. Il y a aussi la volonté d'attirer la communauté dans les Apple Store en leur proposant des ateliers très diversifiés, certains très pointus, et je crois qu'Apple s'est servi de l'Apple Store de San Francisco. C'est dommage que Jean-Christophe soit pas avec nous ce soir, mais Apple s'est servi de cet Apple Store de Union Square pour tester ce nouveau concept, en fait, cette évolution. Et en gros, il se passe toujours quelque chose dans un Apple Store maintenant, c'est ça l'idée. Absolument. Ouais. Tous les jours. Ouais, exact. Vu que les personnes qui vont aller dans un Apple Store et qui vont parler à leurs copains, il n'y a pas meilleure pub. Je dis, Alors au même moment, Mohamed, il y a quand même une nouvelle. C'est presque un peu contradictoire. Hein, elle n'est pas confirmée de manière très claire pour autant. C'est plus une succession de bruits qui concernent le programme Apple on Campus, qui prendrait fin au mois de mai. Ça te concerne toi directement, François, parce que on rappelle que tu es enseignant. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors déjà, le principe de l'Apple on Campus, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Apple propose à des universités de devenir partenaires universités, grandes écoles d'ailleurs, même des lycées et compagnie, à être partenaires d'Apple, c'est-à-dire que les étudiants et le personnel, donc enseignants, secrétariat, etc., bénéficient d'une remise de l'ordre de 12% sur l'achat de Mac et d'iPad. Alors à une époque, au tout début, il y avait aussi les iPods, mais ils ont arrêté de le faire sur les iPods. Et donc nous, je vois à la fac où je travaille, on est sur un système d'intranet, c'est-à-dire que les étudiants sur l'intranet bénéficient d'un accès à l'interface de l'Apple Store classique, comme on peut le connaître sur le site d'Apple, mais en version intranet avec une remise de 12%. Et donc visiblement, il y a des bruits, des rumeurs qui circulent, comme quoi Apple fermerait l'Apple on Campus. Alors il est fermé. L'article que tu montres là à l'écran à Supinfo à Lille, dans d'autres écoles. Alors c'est vrai que nous, pour l'instant, moi j'ai pas eu d'écho de ça. Je me suis encore connecté sur l'Apple on Campus là récemment hier, et ça fonctionne toujours. Et on n'a pas eu d'écho de la part des services informatiques comme quoi le système allait être fermé. Et je trouve ça vraiment très dommage, parce que le Mac c'est quand même un achat assez important. Et c'est vrai que les étudiants et puis même les enseignants, les 12% c'est quand même pas négligeable, et ça c'est un bon tremplin pour Apple pour se faire connaître auprès des étudiants. Et je pense que du coup, les étudiants achètent un Mac à la fac. Enfin, moi je vois, on va dire, allez, on a 50 à 60% des étudiants qui sont équipés en Mac. Donc je pense que c'est dommageable quand même. Même si 12%, ça fait quand même 120 € sur 1000 €, quoi. Ah oui. Mais c'est une erreur, je pense. C'est davantage que la remise habituelle éducation qui est de 8 ou 9%. Non, moins que ça même. Qu'est-ce que tu as dit, Elie? C'est même moins que ça, la remise éducation. En fait, ça aurait pu être bien pour nous, mais en même temps, ça ne l'est pas, et ça va dans un sens un peu global, parce que, je vous donne juste un exemple. Depuis le début d'Apple, l'emphase sur l'éducation a toujours été là. Rappelez-vous de l'avenir n'attend pas en France, de ces programmes. Steve Jobs était extrêmement impliqué dans tout ce qui était éducation. Et en particulier, au niveau de l'université, nous, par exemple, nous avions un partenariat avec l'Université de Nice depuis 1983. Donc ça a duré très longtemps. On investissait, on avait des commerciaux dédiés, on faisait des démonstrations à chaque fois qu'il y avait des nouveaux produits, des journées de présentation de Mac, etc. Et donc c'était vraiment un partenariat qui avait son sens. Puis Apple est arrivé un jour avec ses Apple en Campus, en disant maintenant il y a un store online
Et vous pouvez acheter vos produits à 12% de remise, en sachant que nous, ils nous donnent 3. Hein. Donc, ça veut dire que en disant, soit vous les achetez à 12% chez nous, soit vous les achetez où vous voulez, mais sans remise. Et donc, évidemment, on a perdu la plupart de nos clients. Et d'ailleurs, on a perdu la plupart de nos ressources parce que ça sert à rien d'investir, de mettre du personnel, de mobiliser des gens, d'amener de l'équipement pour faire une journée de présentation pour que les gens découvrent un produit qu'ils vont ensuite acheter en ligne Bien à sûr. des conditions auxquelles nous, on n'a pas accès. Donc, du coup, notre présence, malheureusement, à l'université, je parle des APR en général, c'est éteint peu à peu. Et la conclusion logique, peut-être, de ce programme, c'est que les APR, tous les APR, à peut-être une exception près, vont perdre leur agrément éducation au mois de juillet. C'est-à-dire que nous ne serons plus autorisés à vendre aux établissements et aux enseignants, Apple nous permettant une sorte de cadeau de continuer à vendre aux étudiants. Voilà. Mais on perd la possibilité de vendre aux institutions et aux enseignants, ce qui va être évidemment un énorme problème pour la plupart d'entre nous. Et oui, ça représente quoi, Elie, cette clientèle? À un moment donné, c'est plus le cas parce que vous savez aussi que maintenant il y a des marchés nationaux pour les universités, parce que Apple l'a voulu et parce que le gouvernement l'a voulu au niveau d'une centralisation qui était totalement à contre-courant des programmes d'indépendance régionale des universités. Mais bon, toujours est-il qu'il y a aujourd'hui une société habilitée à vendre aux universités en marché national, parce qu'ils ont un marché unique. Et du coup, ça représente pour nous, je parle d'MCS uniquement, une perte d'1 million d'euros par an. Et j'ai des confrères où ça représente entre 3 et 5 millions d'euros par an. Ce qui peut couler une boîte, hein, je vous le dis. Ah oui, bien sûr. Bon, on en reparlera, Elie, parce qu'évidemment, c'est un problème pour les APR potentiels. C'est aussi un problème pour les enseignants qui vont devoir s'organiser différemment. Je ne veux pas vous quitter puisqu'il nous reste une grosse minute sans revenir une dernière fois sur vos messages à propos des Apple Store. Clément Octil, qu'on salue, nous demande si Apple veut transformer les Apple Store en club de rencontres. Bah oui, enfin c'est peut-être pas l'idée première, mais c'est un peu ça l'idée. Stéphane Hightech nous dit que c'est une autre façon de vendre car ça reste bien un espace de vente. Je voudrais saluer aussi Teddy qui nous a rejoint, qui est arrivé au moment des poissons panés, donc qui se demandait s'il était bien sur iWeek, et puis Céline aussi d'ailleurs, et puis Dasheds nous dit oui, l'Apple Store va évoluer, mais comment vont évoluer les salariés dans ces Apple Store selon vous, en question de formation, etc. C'est sûr que il suffit pas juste de mettre 3 palmiers pour changer la vocation d'un lieu comme un Apple Store, évidemment. Merci beaucoup les amis d'avoir été avec nous. Je veux d'abord remercier celui qui a fait l'effort de venir jusqu'ici. Mohamed, merci d'être venu dans iWeek. Bah, merci à toi. En chair et en os, c'était très sympa. Merci à vous, en tout cas c'était très sympa. Très sympa de t'accueillir pour de vrai. À bientôt, soit ici, soit en duplex de chez toi comme on fait d'habitude. Salut à vous qui êtes avec nous. Salut Elie, à très très bientôt. À bientôt. Salut Gilles. Salut Benjamin. Et salut François. Salut à tous et à très bientôt. Très très bonne semaine à vous. Merci d'être fidèle à iWeek et à Watch TV. Watch, dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre un nouvel épisode du Garage, le rendez-vous auto-moto de Watch avec Alexandre Lenoir, Driss Abdi. Le Garage a fait une pause, le Garage est de retour. C'est une très bonne nouvelle. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, même endroit, une émission qui sera enregistrée quelques heures plus tôt. L'actualité de mercredi prochain étant un petit peu trop présidentielle pour qu'on puisse faire les deux en même temps, mais on va s'arranger et on sera donc au rendez-vous mercredi prochain. Bonne soirée, salut à tous. Salut.